Ah, la pandémie. Mais on n'en parle plus. Ben, écoute, moi, j'ai été un de ceux qui étaient bien contents qu'on passe à autre chose puis qu'on recommence à avoir d'autres sujets. Ben, d'abord parce que c'est pas sain là, de passer 2 ans, 3 ans à parler d'un seul sujet. Des médias mono-sujets fait en sorte que tout autour, le reste, plus personne s'en occupe. Ouais, ben là, c'était... Il y a un gros danger à ça. C'est parce que quand on en parlait, on s'est trompé de sujet. Ça veut dire qu'on n'a pas fait de fouilles exhaustives s'il y avait des dépenses exagérées entre les contrats gré à gré, faire des vérifications. On a eu des contrats gré à gré de plusieurs milliards de dollars, soit dit en passant. Au Québec, c'était que ça. Nos sujets étaient de savoir, c'était la chasse aux non-vaccinés. Ouais. Et à la chicane. Et à la pandémie, et au vaccin, puis à la maladie, puis aux fake news. Puis tu sais, il y avait un les sujet. complotistes. Ouais, c'est ça. Et là, écoute, moi, je suis pas de ceux qui trippent à reparler de ça constamment. Par contre, faut pas s'empêcher de le faire quand il y a des trucs intéressants. Surtout que là, on est dans les années d'après. Et je pense que c'est le temps. Au Québec, je trouve qu'on le fait pas beaucoup. On va voir ce qu'en pense notre chroniqueur. Mais ailleurs, on creuse puis on réalise des choses. Parce que, comme tu dis, pendant qu'on s'occupe juste d'une affaire, le reste avance. Il se passe des affaires. Là. Au Québec, je te dis, il va falloir faire l'exercice. En même temps, je n'ai pas trop d'espoir. Je ne sais pas qui va faire ça là, et qui va vouloir faire ça. Mais Vincent Geloso, qui est là, a un très bon sujet aujourd'hui. Salut Vincent, comment ça va? Toujours bien. Bon. Vincent, j'ai été un peu... j'ai vu ton sujet. Wow, j'ai dit, bad curve, la pandémie. Je ne sais pas si ça me tente. En même temps, tu m'as envoyé un article pour enrichir ta chronique. Et puis, finalement, quel bon sujet. Je suis content que tu dises ça. Mais pour moi, écoute, pour te donner un peu un goût aux auditeurs, parce que je sais que quand on parle de pandémie, les gens sont un peu irrités. Pour moi, c'est plus de parler d'une énième différente manière d'expliquer que lorsque les gouvernements font des déficits pour relancer l'économie, t'as plein d'arguments théoriques qui sont faits, mais la plupart de ces arguments-là oublient qu'il y a des incitations politiques qui font en sorte que les politiciens, les dirigeants veulent détourner les fonds publics. Puis on parle pas de corruption ici, mais détourner à des fins électorales ou partisanes les fonds qui sont supposés aider pendant la pandémie. Donc, il n'y a pas des considérations économiques qui sont prises en compte, mais des considérations que politiques. Ouais. Et l'article que je te donne, c'est comme pour moi, comme économiste, le énième qui montre ce point-là, mais ici, il est particulièrement gros, étant donné que c'était gros en termes de dépenses publiques, ce qui s'est fait pendant la pandémie. Puis tu sais, tu as dit des investissements du politique du gouvernement pour relancer l'économie, mais dans ce cas-ci, c'était beaucoup dans la peur. Et ça, d'ailleurs, moi, ça faudrait se garder une petite lanterne sur le côté, là. Aussitôt que les gens se mettent à avoir peur, et avec raison ou pas. Tu sais, je veux dire, c'est clair qu'un nouveau virus, même moi, là, les premiers mois, tout le monde a eu peur. Tout le monde s'est dit, oh my God, est-ce la fin de l'humanité? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Et ce qui est désolant, c'est de réaliser que le gouvernement s'est servi de cette période-là, très instable au niveau des humeurs puis de la peur, justement, pour en profiter. Là, je te laisse aller, là, mais ça se passe aux États-Unis. On reviendra chez nous après, si tu le veux. Mais c'est gros ce qui sort. C'est un article du Cato Institute qui est sorti. Quoi? C'est sorti quand, ça? C'est sorti il y a quelques semaines, même pas, 2 semaines? Il y a quelques semaines, puis c'est un résumé d'un article scientifique qui est fait parce que quand je partage des articles scientifiques avec les gens, généralement, les gens parce que la plupart des chercheurs s'expriment très, très sèchement en public, ouais. Et c'est rarement intéressant, mais là, c'était une sorte de résumé très efficace de la chose. Puis écoute, juste pour mettre un peu en perspective, pendant la pandémie, les gouvernements aux États-Unis, tous les niveaux de gouvernement ont donné 1 billion de dollars, donc pour les Américains, c'est 1 trillion. Donc, c'est le plus gros transfert qui a jamais été fait par un gouvernement. Chiffrons-le, c'est combien de milliards, ça? C'est 1000 milliards. 1000 milliards. 1 milliard. J'oublie tout le temps. Non, mais c'est important parce qu'aujourd'hui, là, on a tellement de milliards, Vincent, que les gens, on dirait des fois, puis même moi, on dirait qu'on a 2 milliards. Hey, 2 milliards, c'est 2000 millions. Là. Oui, mais c'est beaucoup c'est énormément de dépenses publiques sur une très petite période de temps. Et l'étude que je t'ai partagée, puis je veux vraiment que les auditeurs comprennent, parce qu'il y a une leçon éternelle dans ça, c'est que les politiciens ont essayé de changer les termes
un petit peu de chacun de ces programmes-là pour qu'ils aillent dans certaines régions ou qu'ils aillent à certains groupes d'intérêt pour justement voir si on peut pas s'en servir. Oui, d'accord, il y a une crise, c'est la justification qu'on se sert en public, mais est-ce qu'on peut s'en servir aussi pour avantager nos intérêts comme députés sortants ou sénateurs sortants? Et le résultat, c'est alors que généralement, aux États-Unis, tu as entre 70 et 80% des sortants qui sont réélus. Cette fois-ci, dans les dernières rondes d'élections, c'est particulièrement étrange. On parle de plus de 90%, des sénateurs et des gouverneurs qui sont réélus, alors que, comme je te dis, généralement, c'est entre 70 et 80. Donc, c'est-à-dire que tu vois qu'il y a eu une réduction de la compétitivité électorale à un certain degré à cause du fait qu'ils ont pu réarranger les dépenses publiques de manière à avantager leurs intérêts politiques en favorisant un groupe particulier ou un électorat qui est plus actif dans leur district. Et le résultat, c'est des élections moins compétitives. Et on le dit, il y a des États, puis c'est vérifiable, il y a des États qui ont beaucoup plus de poids que d'autres. Chaque État, je pense, a 2 sénateurs. Ça, c'est égal. Mais pour le reste, ça va au prorata de la population. Et ce qu'on réalise, c'est que les États qui avaient plus de représentation à Washington ont reçu beaucoup plus d'argent. On parle quand même de 1000 piastres supplémentaires par résident. Oui, exactement. C'est exactement le chiffre. Puis non seulement ça, mais ce qui est particulièrement important, c'est non seulement qu'il y a certains États ou régions qui étaient capables d'obtenir plus de financement, mais généralement, chaque dollar additionnel par résident dans un district augmentait la marge de victoire d'un député ou d'un sénateur ou d'un gouverneur de 2,5 à 4 %. Donc, si tu imagines que tu es dans une course, tu sais, 35-35, puis il y a un candidat qui arrive, qui fait une petite proportion, ou que le reste, plus grand nombre de candidats se divise le reste. Quand tu es à 35-35, avoir 2,5 ou 4 % ça change tout. Ça change si c'est toi qui n'as pas de job ou si c'est l'autre qui n'a pas de job. C'est assez important pour rendre les courses beaucoup moins compétitives. Mais c'est pas la première fois que ça se passe. Hein. Tu sais, je veux dire, on parle des États-Unis, mais pendant la récession de 2008, au Canada, les conservateurs ont redirigé beaucoup de l'aide économique pendant la récession de 2007-2008 vers certains comtés qui étaient plus importants électoralement. Mais c'est la base. C'est le jeu de base de la politique. Tu sais, ça me fait encore une fois la CAQ, mais ça me fait penser à Maurice Duplessis. Là. Tu sais, je veux dire, exactement. On aide notre gang. Électeurs, électrices, électricité, te disant dans une joke de Maurice Duplessis que l'objectif, c'était en fait de se servir des programmes de subvention à l'électrification pour justement gagner des votes en région et compenser pour un désavantage électoral dans les villes. Ce genre de détournement des fonds publics est tout à fait fréquent à l'égard des politiques publiques. Puis les gens oublient que ça fait partie de la considération qu'on devrait avoir quand il y a une crise puis qu'on dit que l'État devrait participer. C'est est-ce que l'État, même les joueurs qui font partie de l'État, ont les incitations qui les rendent capables de faire la bonne chose à partir du cas idéal qu'on s'imagine. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée ou non de le faire, mais même de se poser la question s'ils sont capables de le faire. Et ça, c'est ce que ces exemples-là montrent, c'est que souvent, non, ils sont pas capables parce qu'ils veulent pas. Ouais. Ils vont avoir un intérêt à rediriger les choses pour des fins qui sont pas des fins d'intérêt général, mais des fins d'intérêt particulier, c'est-à-dire leur réélection. Et on peut faire une litanie d'exemples. J'en ai donné 2, mais si tu veux, on peut en nommer... comme historien économique, je peux t'en nommer une centaine. Mais la différence, c'est que, tu sais, on comprend que ça, c'est le jeu de base de politique. Tu sais, tu veux vote du bon bord, puis on va t'aider, puis bon... Mais dans le cas qui nous concerne, c'est que là, il y a eu un surafflux d'argent qui est tombé du ciel, alors qu'on pensait que tout ça, c'était pour la sécurité, la santé, s'occuper des gens malades. Mais là, on parle des États-Unis, évidemment. À quand une recherche du genre au Québec? Pendant 2-3 ans, au Québec, on était... C'est quoi le terme, là? On était en situation d'urgence, urgence nationale ou je sais pas quoi, ce qui fait en sorte que le gouvernement a pu dépenser à peu près ce qu'il voulait, quand il voulait, où il voulait, et c'était discrétionnaire. On serait pas dû, nous autres aussi, faire un petit check-up?
Moi, je suis d'accord qu'on est absolument dû parce que ça reste dans la vieille phrase qui veut que une crise, c'est quelque chose qu'un politicien ne doit jamais gaspiller. C'est absolument vrai. C'est un adage qui est vu souvent comme un commentaire sarcastique, mais il est absolument vrai dans le sens que on a des exemples. Là. Pas pour la pandémie, par exemple, mais pour le Québec, on en a. On en a des vieux articles des années 70, 80, 90 qui essayent de voir, OK, est-ce que ça change les marges de victoire des députés d'avoir donné des aides aux entreprises dans un tel comté? Au fédéral, on a plusieurs études sur lorsqu'il y a des récessions, les programmes de stimulus, est-ce qu'ils sont vraiment alloués selon des incitations économiques ou vraiment est-ce que des incitations politiques dominent? C'est tellement bien accepté ça que même en 2008, ou 2010, un peu après la récession, le vérificateur général du Canada avait souligné qu'à peu près 70%, là je cite de mémoire, donc c'est possible que je fasse une petite erreur sur les proportions, mais que 70% de tous les fonds de stimulus étaient allés dans 9 circonscriptions canadiennes, qui étaient toutes des circonscriptions hyper compétitives pour les conservateurs. Donc, c'est un truc que toutes les partis politiques font. Là. Présentement, on peut penser aux libéraux qui ont fait ça à cause de la pandémie. Ben oui. Puis on dit que les libéraux sont de gauche, mais les partis de droite sont tout à fait capables de faire des folies aussi. Ouais. Donc, de là, faire attention. Justement, quand il arrive une crise, on perd un peu, disons qu'on slack la surveillance un peu des politiciens et eux autres, plutôt que de se dire on est dans un moment critique de l'histoire, on va faire attention, ben ils en profitent. C'est un peu ça, là, si je veux simplifier au max. Là. Revenons aux États-Unis. C'est-à-dire, donc, parce que tout ça, évidemment, est arrivé avec l'élection de Joe Biden. Donc, Joe Biden, on peut quasiment se questionner sur la légitimité de tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire, parce que les programmes d'aide auraient aussi aidé Donald Trump. Okay. Justement parce que lui... Il n'y a pas de couleur politique à ça. Là. Il n'y a vraiment pas de couleur. Je suis pas sûr de comprendre ta question, mais je peux te dire que parce que tu as eu 3 rondes, si je me souviens bien, de stimulus aux États-Unis. Tu en as eu une qui était exclusivement sous Joe Biden, mais tu en as eu 2 qui étaient sous Donald Trump. Okay. Et ça a probablement aidé justement les républicains à pas perdre par autant qu'ils ont perdu. Okay. Donc, imagine s'il n'y avait pas eu cette aide-là, ou si cette aide-là avait été donnée, mais pas allouée selon des fins politiques. Probablement que Donald Trump aurait perdu par plus en 2020. Donc, c'est un truc qui est vraiment non partisan. Un politicien, c'est un politicien. Il n'y a pas besoin d'être une couleur une couleur particulière pour agir comme une guidoune. My God, quel beau mot de la fin. Merci beaucoup, Vincent. Bonne semaine. On a un titre.